Et la stratégie, là, des fois, elle est d'essayer de se dire, bon, j'attends, je me repose, je fais une sieste, je gère, en fait, mon effort physique pour ensuite, du coup, faire tous ces kilomètres en vol. Le parapente, lui, vole à plus ou moins 40 km/h, à 60 km/h accéléré. Mais après, on prend le vol moyenné, il est plus ou moins entre 25 et 30 km/h. Ça, c'est la moyenne qu'on va avoir sur un vol de distance en marche et vol. Et donc, forcément, des fois, marcher 25 km en pleine, alors qu'on aurait juste attendu que les conditions se mettent en place et qu'on puisse prendre un thermique, ça se serait fait en 1 heure de vol. Et là, on aurait gagné énormément. Donc, c'est là-dessus qu'il faut jouer. Et là, je me rends compte que la voile, même si elle accélère, elle est un peu molle. J'ai pas ma vitesse max. Je trouve ça un petit peu bizarre. Donc, je décide de pas optimiser mon glide, d'aller poser au plus court dans la vallée. Sauf que, dans tous les cas, pour aller dans la vallée, il faut passer 2 grosses lignes haute tension qui sont à flanc de relief. Et quand j'arrive au-dessus de ces lignes à haute tension, scénario catastrophe, ça s'arrête de voler. Je tombe du ciel. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Si vous avez envie de soutenir Course épique, les 3 meilleures choses à faire, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcasts, et enfin en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans ce nouvel épisode Laurie Genovese. Laurie est une sportive de haut niveau qui s'est notamment illustrée avec 2 titres de championne du monde de parapente ces dernières années. Laurie s'est lancée fin juin dans une course incroyablement épique, la Red Bull X-Alps, une course de 12 jours et plus de 1200 km à vol d'oiseau qui combine parapente, marche et trail en bivouac au cœur des Alpes. Cet épisode de Course épique a été réalisé en collaboration avec Anne Rode, partenaire de Laurie sur cet événement et également partenaire de l'UTMB. Si vous ne connaissez pas Anne Rode, cette marque française conçoit et aménage des vannes pour voyager en toute autonomie et vivre pleinement ses passions. Préparez-vous à vivre dans cet épisode un défi hors norme et très riche en émotions, avec des moments d'exaltation, mais aussi de très grosses frayeurs comme a pu les vivre Laurie à l'occasion de ces X-Alps. Mais je ne vous en dis pas plus. Laurie va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course épique, Courant d'air. Bienvenue sur Course épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course épique qu'elle se raconte. Course épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute! Bonjour Laurie, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui à Annecy dans ce 40e épisode de Course épique. Comment vas-tu ? Eh bien, bonjour Guillaume, ça va super bien et j'espère que toi aussi. Ça va très bien, très heureux d'être là et de te rencontrer. Avant de nous intéresser plus particulièrement à ton parcours sportif, Laurie, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs ? Alors oui, donc je m'appelle Laurie Genovese, j'ai 29 ans, bientôt 30, enfin il me reste encore une année. Je suis parapentiste depuis mon plus jeune âge. En fait, je suis née dans ce milieu-là grâce à mon papa. Et je pratique cette discipline à haut niveau depuis un petit peu plus d'une dizaine d'années. À côté de ça, je suis une amoureuse de tous les sports de montagne et les sports d'endurance en général. Beaucoup de ski l'hiver et de vélo l'été. Et je suis également kiné. J'ai fait des études en STAPS pour commencer et puis j'ai continué mes études en école de kiné. Donc je partage ma vie entre le parapente, donc soit sur la pratique du haut niveau, soit également sur l'enseignement et le biplace, puisque je suis également monitrice, et d'un autre côté ma vie de kiné, tout simplement, plutôt spécialisée dans la prise en charge des sportifs. Ça fait beaucoup de casquettes, dis-moi. Ouais, les journées, les semaines doivent être longues. Ça fait effectivement beaucoup de choses, mais du coup j'aime pas trop la monotonie et faire toujours la même chose, donc ça me permet de jamais m'ennuyer. Tu l'as évoqué, tu as commencé le parapente assez jeune avec ton papa et tu avais l'habitude de voler avec lui en tandem. Est-ce que tu peux nous raconter petit à petit comment le parapente a pris de la place dans ta vie et l'intérêt que tu y as apporté au fil des années ? Oui, donc c'est vraiment la passion de mon papa. Donc quand on était petite avec ma sœur, les week-ends on les passait sur les aires de décollage ou d'atterrissage
attendre les bonnes conditions ou attendre qu'il termine son vol. Puis à partir de 7-8 ans, il m'a emmené en biplace et j'ai commencé le vol toute seule à 14 ans. Donc faut savoir qu'on peut voler en parapente seule à partir de 12 ans en école et à partir de 14 ans hors école. Donc on peut faire une progression de 2 ans en structure et puis ensuite commencer à voler seul. Donc à 14 ans, j'ai fait mes premiers vols, je suis devenue assez rapidement autonome. Et puis je suis partie dans le seul pôle espoir en France de parapente, qui est à Font-Romeu, dans les Pyrénées. Et donc là, j'ai passé une année, mon année de première, où j'ai appris, où j'ai commencé la compétition, tout simplement. Le but de ce pôle espoir, à l'époque, c'était simplement de former des jeunes pilotes, parce qu'on arrivait vraiment avec un niveau par rapport aux autres pôles espoir et aux autres disciplines. Nous, on arrivait là, on avait à peine fait de la compétition. C'était vraiment juste une découverte. Et je suis sortie de cette année de pôle espoir avec vraiment l'envie de continuer. Donc après, j'ai intégré l'équipe de Ligue Rhône-Alpes, qui permettait de continuer la compétition, et le pôle France et l'équipe de France. Et donc ça, c'était il y a une dizaine d'années, on va dire. Et depuis, j'ai pas arrêté. La communauté course épique, elle est très férue de courses sur route, de trail ou d'ultra-trail, mais probablement, tout comme moi, moins experte sur le parapente. Est-ce que tu peux nous en donner les grands principes et les grands enjeux ? Oui, alors je vais essayer de vous expliquer ça simplement. En parapente, il y a plusieurs disciplines. On va en catégoriser 3 ou 4. Donc le vol de distance que je fais, qui consiste en fait à utiliser son parapente pour se balader dans la masse d'air. Donc faut savoir que la masse d'air est complètement active, liée au vent et à l'ensoleillement. Donc on va avoir chaque journée des courants ascendants qui vont se créer, qui vont nous permettre, nous, de parapentistes, de prendre de l'altitude, de transiter. Donc durant les transitions, on utilise le plané du parapente pour se déplacer, de retrouver un autre thermique et de remonter, ainsi de suite. Donc on va pouvoir faire des vols en se déplaçant de relief en relief. Mais ça marche aussi en plaine, à partir du moment où on a les bonnes conditions aérologiques. Donc un thermique, c'est ce qui te permet de remonter. Voilà, un thermique, faut considérer une bulle d'air chaude, en fait, liée à un contraste entre deux terrains. On va avoir une masse d'air qui va être réchauffée plus qu'une autre, du coup qui va s'élever, se décoller, et nous on va utiliser ça pour prendre l'altitude. Donc cette masse d'air, elle peut monter à 0,1 mètre par seconde jusqu'à 10 mètres par seconde, donc des vitesses pas loin de 40 km/h verticales, ce qui nous permet de prendre de l'altitude et de se balader. Donc ce qui est sympa dans cette discipline-là, c'est que on peut voler sur le même site, on n'aura jamais les mêmes conditions. Il y a des jours où on va pouvoir monter à peine à hauteur du décollage, des jours à 2000 mètres, et puis des journées où on va pouvoir survoler le Mont Blanc, comme c'est arrivé quelques années. Donc c'est vraiment ce qui est sympa dans ce côté-là de la discipline. Ensuite, il y a le vol acrobatique. Là, ça consiste à enchaîner des figures. Et donc ça serait soit pour le plaisir ou alors en compétition. Il y a des juges qui vont noter la qualité de la réalisation. C'est des figures qui sont libres ou qui sont imposées ? Non, il y a plusieurs. En ce moment, il y a les championnats du monde d'acrobatie d'ailleurs. Et c'est des figures imposées. L'enchaînement est libre, je crois, si je me trompe pas. Parce que du coup, c'est une des disciplines que je pratique pas. Et ensuite, on a le marché-vol. Donc on en parlera ensuite avec la X-Alp, mais là ça consiste à réaliser un parcours en marchant ou en volant. Donc simplement faire une distance à l'aide de 2 moyens qui vont dépendre principalement des conditions aérologiques. Est-ce que toi tu as un format de prédilection aujourd'hui ? Là tu es spécialisé dans la distance, tu nous en as parlé. Est-ce qu'il y a différents types de formats au sein de la distance ? Comment ça se... Alors au sein de la distance, on a les compétitions où du coup le parcours va être imposé. Et là, donc suivant chaque jour, il va y avoir un comité directeur qui va choisir d'un parcours en fonction des conditions. Donc ça peut faire entre 50 km et jusqu'à, sur des belles manches, 150 km. Donc là, c'est un parcours vraiment imposé. Et après, à l'entraînement, ou tout simplement pour le plaisir, on a ce qu'on appelle le vol cross. Et là, ça consiste à exploiter les conditions de la journée et à faire la plus grande distance possible. Donc soit en aller, soit en aller-retour, soit en triangle. Tu as un palmarès en parapente qui est très impressionnant. Tu as notamment été titré plusieurs fois au championnat de France, participé à un championnat d'Europe, à plusieurs Coupes du Monde et à 2 championnats du monde, et ainsi été sacrée championne du monde en 2014 et 2017. Bref, les lignes de ton palmarès sont extrêmement nombreuses et très impressionnantes. Hormis la Red Bull X-Alps, que nous allons évoquer très largement dans cet épisode, est-ce que tu peux nous parler d'un ou 2 moments qui ont été charnières dans ta vie sportive jusqu'ici ? Ça peut être une course, une rencontre. Est-ce qu'il y a des moments où tu as senti une bascule pour toi dans
dans la pratique de cette discipline et dans ce que tu ressentais pour elle et ton envie de t'y impliquer? Oui, alors c'est vrai que ça fait quand même une moitié de vie de parapentiste. Donc le parapente m'a toujours accompagnée et forcément des fois la passion elle varie, surtout quand on a un engagement je dirais de haut niveau qui demande quand même du temps et de l'investissement. J'ai eu une période difficile, ça a été en 2012-2013 où j'ai eu une mononucléose et elle a été diagnostiquée un petit peu tardivement. Du coup, je me suis un peu tirée dessus sans savoir que j'étais malade jusqu'à que ça se termine un petit peu mal et que du coup je dois faire un gros temps d'arrêt. Et du coup là j'ai eu beaucoup de mal parce que c'était une période où je rentrais sur le circuit de la Coupe du Monde où tout me faisait rêver, je découvrais et puis j'avais des super performances. J'étais vraiment pour moi ça décollait quoi. Je trouvais ça juste trop chouette et j'ai eu ce petit pépin qui alors physiquement m'a retenu quelques mois, mais ensuite mentalement a été difficile à gérer parce que du coup j'ai dû stopper toute une année de compétition, annuler les projets et repartir ensuite plus calmement. Et les années qui ont suivi ça ont été un peu difficiles au niveau mental et du coup j'avais plus les mêmes performances sur mes vols. Après j'ai réussi à me reconstruire et puis à perfer en 2014 et puis ensuite en 2017. Donc ça c'est un premier élément important. Et puis aussi peut-être après la fin des études, j'ai enchaîné après le bac, j'ai enchaîné sur une licence en STAPS. Durant ma licence en STAPS, j'ai passé mon diplôme de monitrice. Et une fois que j'ai validé tout ça, je suis rentrée en école de kiné durant 3 ans. Donc ma vie s'enchaînait entre compétition, école, travail un petit peu en biplace et en enseignement l'été pour gagner ma vie parce que forcément quand on est étudiant et qu'on fait un sport qui est pas tant médiatisé, c'est compliqué au niveau financier. Donc je devais aussi travailler pour gérer cette partie-là. Et du coup tout s'enchaînait tout le temps et les vacances ça existait peu et les temps morts non plus. Et quand mes études se sont terminées, du coup j'avais 25 ans, j'avais gagné 2 fois la finale de la Coupe du Monde. Et je me suis dit ouais mais tout s'enchaîne et est-ce que t'as vraiment le temps d'en profiter? Du coup j'ai eu un petit temps de pause à essayer de négocier avec ma motivation, savoir ce que j'avais envie de faire, continuer ou m'arrêter ou le faire différemment. Et du coup après à partir de là j'ai pris un peu les choses de façon différente. J'ai fait des compétitions qui me plaisaient plus que un calendrier vraiment imposé. Et j'essaye vraiment maintenant toujours de trouver un équilibre dans ma pratique pour profiter, tout simplement. Justement, la question que j'allais te poser après, c'est quel accomplissement tu trouves dans ta pratique aujourd'hui? Pourquoi tu voles? Qu'est-ce que ça t'apporte C'est génial, aujourd'hui? j'espère que je pourrais te faire découvrir ça à un moment, parce que juste les sensations sont géniales du vol libre. Mais après, c'est comme tout. Moi, les sensations, par exemple, que tu vas ressentir quand tu feras ton premier vol, moi, je les ai plus. En fait, quand je décolle, le ciel, c'est devenu un élément. Ça, c'est mon deuxième élément, quoi. Donc, quand je suis dedans, et d'ailleurs, c'est pour ça que ça me plaît de faire des tandems ou du biplace, c'est de pouvoir faire découvrir aux gens ce qu'on peut ressentir en l'air, parce que du coup, nous, on a tendance un petit peu à l'oublier. Mais par contre, ce qui est génial, moi, je trouve, dans le vol de distance, c'est de pouvoir se déplacer juste en jouant avec les éléments. C'est un peu comme, je pense, ce que peuvent ressentir les marins, mais c'est de se dire, je vais voler tout le temps sur le même site, j'aurai jamais les mêmes conditions, je ferai jamais le même vol. Le thermique, il aura pas la même force, il sera pas au même endroit. Et ce qui est chouette dans le vol de distance, c'est quand on planifie un parcours, et on sait jamais si on va arriver au bout ou pas, parce que ça dépend des conditions aérologiques. En l'air, on va toujours se mettre des options, un plan A, un plan B, en fait en mettant des hypothèses, quoi, en se disant allez, peut-être que si je vais sur cette montagne, je vais avoir ce thermique. Des fois on a juste, des fois on a faux, donc les journées peuvent se terminer à pied ou en train au retour. Mais ce qui est génial, c'est quand on boucle un parcours, c'est l'accomplissement qu'on peut ressortir. Je l'ai pas en sport d'endurance comme en vélo où j'aime bien les longues sorties, mais je sais que bon, au pire je vais avoir une hypo,
peut-être des douleurs, mais je finirai quand même chez moi. Il y a très peu de risques que je m'arrête au bord de la route et puis que mon tour se termine pas. Et du coup, le sentiment d'accomplissement est quand même différent. En parapente, il est vraiment génial quand on planifie un joli vol. Tu pratiques aussi la course à pied et le trail. Est-ce que c'est un attachement particulier? Est-ce que tu éprouves un attachement particulier à la discipline ou est-ce que c'est une des composantes de ta préparation pour les compétitions au même titre que d'autres? Non, vraiment, c'est avant tout une passion. Alors surtout la montagne, la course à pied, j'ai toujours couru un peu, mais j'ai toujours préféré le vélo à la course. Après, ce que j'aime, c'est être en montagne et faire tout ce qui est rando-course. Ça m'a toujours plu. C'est juste profiter de la nature, du terrain. C'est vraiment ce qui me plaît. Et du coup, là, maintenant, avec l'avancement du matériel, on a du matos de parapente vraiment light. Aujourd'hui, le matos le plus léger qu'on peut avoir, il va faire voile et sellette environ 1 kg 1 kg 2. Ah oui. Ouais, Okay. Ils ont réussi à faire des parapentes où un parapente normalement donc c'est deux surfaces, un feuillet inférieur, un feuillet supérieur. Et là, du coup, ils arrivent à mettre juste une seule toile, donc ce qu'on appelle un parapente monosurface, et ils arrivent à réduire le poids en mettant le parapente en dessous des 1 kg, avec une sellette à 200 grammes et un casque. Du coup, vous pouvez mettre ça dans un sac Salomon, un 12 litres par exemple, un sac de trail, quoi. Et tu peux continuer courir à au sommet de la montagne. Et c'est génial parce que du coup, si les conditions sont pas top et que ça vole pas, tu peux redescendre à pied et puis t'as pas de poids sur le dos, quoi. C'est l'heure de ta pause autodiagnostic, Laurie. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu considères être tes points forts et tes éventuels points d'amélioration, qu'ils soient d'ordre physique ou mental? Où est-ce que tu penses que tu as le sentiment d'exceller et les choses sur lesquelles tu as encore un peu de chemin, tu penses? Alors, physiquement, je suis assez endurante et résistante. Et souvent, plus l'effort est long et plus mes sensations et mes performances sont bonnes. Donc, ça, je m'en suis rendu compte sur cette course-là, c'est que vraiment, ça me plaît, l'ultra-endurance. Par contre, à l'inverse, du coup, dans tout ce qui est court et intense, ça, je suis vraiment pas... Tu passes ton tour. Ouais, je passe mon tour là-dedans quand il s'agit vraiment de mettre les watts sur un temps court, en général, c'est pas pour moi. C'est plus quand les autres commencent à fatiguer que pour moi, ça commence à aller bien. Physiquement, ça principalement. Et mentalement, j'ai une bonne capacité, pareil, une bonne résistance et un bon mental à accepter. J'ai pas mal de recul sur ce que je fais, et ce qui est, je pense, important en parapente. J'arrive assez vite à me détacher de l'instant et de l'émotion et à prendre du recul sur ce que je suis en train de produire et à me dire, à faire un point sur ma situation, quoi. Et ce qui est, je pense, un facteur important dans la gestion du risque, qui fait partie intégrante de mon sport. Après, j'ai tendance à peut-être manquer un petit peu de confiance en moi sur ce que je fais, avec mon niveau et l'expérience accumulée. J'ai toujours tendance un petit peu à me sous-estimer sur ma capacité à pouvoir faire quelque chose. Après, je me dis que c'est aussi ça qui me protège, du risque. Je pense qu'il faut rester humble face aux éléments, tout simplement. Est-ce que tu peux nous parler de la façon dont s'organise une semaine d'entraînement type pour toi, avec les distinctions qu'imposent, j'imagine, les préparations en mode hivernal et estival? Oui, alors pour cet hiver, du coup, j'ai fait énormément de volume en ski, mais en course aussi. J'ai pas abandonné totalement la course durant l'hiver. J'essayais de conserver 1 ou 2 séances par semaine. Du coup, je suis assez formée dans la préparation physique en général, donc je me suis auto-suivie sur cette préparation de course. Alors ça a des bons côtés et puis des moins bons côtés. C'est que des fois le questionnement entre soi-même, il est un petit peu complexe et on n'a pas toutes les réponses. Ouais, on n'a pas toutes les réponses. Mais cet hiver, j'ai fait des grosses semaines à enchaîner énormément de dénivelé. Et puis des semaines un petit peu plus calmes pour permettre la surcompensation. J'ai peu volé. En fait, le problème du parapente, c'est que en hiver, on n'a pas assez de conditions aérologiques. Donc, soit on va avoir énormément de précipitations, donc ce qui est pas possible pour faire du parapente,
soit on va avoir des conditions faibles. Comme j'ai expliqué que les thermiques sont liées à l'ensoleillement. L'hiver, on a peu de soleil, les journées sont courtes, les rayons du soleil un petit peu plus rasants et du coup moins de thermique. Donc des fois, il y a quelques journées où on peut en profiter. Mais bon, c'est pas le top. La période du parapente, ça commence vraiment en mars-avril. Donc à partir de mars-avril, là j'ai beaucoup plus volé. J'ai vraiment mis l'accent sur le vol pour cette course parce qu'il faut être prêt physiquement mais aussi en vol, principalement. Là, on parle de sessions de vol qui peuvent durer combien de temps? Alors un vol, ça va durer 1 heure. J'ai fait des gros vols de distance où j'ai volé 9 heures, 10 heures. Ouais, impressionnant. Ça fait un petit peu de temps en l'air. T'as des podcasts dans les oreilles à ce moment-là? Non. Alors souvent les gens s'imaginent quand on se dit ouais 10 heures assis dans le ciel, mais en fait pendant 10 heures ça va être le plus gros vol que j'ai fait c'était un 300 km sur un triangle effailli et pendant 10 heures on est juste hyper concentré sur le pilotage de la voile parce qu'il faut s'imaginer que du coup ces thermiques qui vont générer des turbulences qu'il va falloir piloter. Nous, on est vraiment en pendulaire sous ce parapente et lui, il va bouger sur différents axes et il va falloir le piloter pour éviter du coup la fermeture et l'incident de vol. Donc déjà, il faut être vraiment réveillé au niveau de son pilotage et puis après, c'est une suite de choix à faire sur son placement dans le ciel. Est-ce que je vais à droite de ce nuage? Est-ce que je vais plutôt viser sur cette falaise au niveau de cette montagne? Donc c'est tout le temps des questions, des options, et si on prend la mauvaise, le risque c'est un moment de toucher le sol et de finir son vol. Donc là après la journée est finie et le vol qu'on souhaitait faire est pas réalisé. Donc en fait en concentration, c'est d'ailleurs le plus dur. Des fois c'est compliqué à la fin des gros vols de dormir. J'ai eu souvent du mal parce que le cerveau il passe 9-10 heures en ébullition, en suractivation complète quoi. Et du coup, on se pose, on retourne au monde terrestre, là, et c'est dur, quoi, je trouve. Et ça veut dire que dans ces moments de vol où t'es très concentré, tu t'accordes aucun moment d'émerveillement. Tu peux pas, ce serait mettre en péril. Si, non, on profite quand même. Il y a vraiment des moments, ça, c'est clair, et c'est pour ça qu'on fait ce genre de vol, parce qu'il y a des moments, il va d'ailleurs avoir des temps calmes pour qu'on puisse, manger, tout simplement, manger, boire, donc, on peut, dès que les conditions se calment, enlever les mains des commandes et puis faire ce qu'on a à faire, envoyer un message sur son téléphone, regarder son GPS. Non, ça on peut le faire et puis on peut profiter aussi. Mais la plupart du temps on est quand même concentré. Nous partageons toi et moi un centre d'intérêt commun qui est le format audio. Tu es en effet à l'initiative du premier podcast consacré au monde du vol libre des mots en l'air. Est-ce que tu peux nous en dire plus et nous raconter comment est né ce projet? J'ai commencé ce projet ce printemps au cours de ma préparation X-Alp. Du coup, j'ai passé énormément de temps à m'entraîner et je me suis t'entraîner au podcast ou... non ouais. Non, à m'entraîner, à en écouter. Effectivement, je me suis rendu compte que avant j'écoutais énormément de musique et puis cette année, je me suis mis à écouter des podcasts et je me suis rendu compte que des fois des séances qui me paraissaient compliquées ou mentalement j'arrivais pas à me sortir de mon effort ou à me donner un petit peu plus, du coup en écoutant quelque chose, vraiment en me décentrant complètement de mes sensations, j'arrivais, il y avait des sorties qui passaient crème alors que ça avait pu être l'horreur d'autres fois auparavant et je trouvais ça génial pour ce phénomène-là, mais aussi pour les rencontres que j'ai fait quoi. J'ai écouté des histoires dingues et vraiment inspirantes. Je trouve qu'il y a plein de gens qui ont des choses à raconter et puis qu'on a tous une appréhension différente de la vie et du sport. Et je trouve que ce qui est génial dans le podcast, c'est de pouvoir la partager. J'ai adoré ça et je me suis dit, tiens, il y en a pas en parapente. Alors il y en a un qui est fait par d'ailleurs un athlète qui participait à la Red Bull X-Alp qui s'appelle Gavin, un Américain, mais du coup qui est en anglais. Et on n'a pas de podcast français en parapente. Mais donc, ça c'était avant. Ça, voilà. Donc j'ai commencé ça un petit peu avec les moyens du bord. Pour moi, la technologie, je suis assez limitée. Donc d'ailleurs, je remercie mon copain Robin qui m'a mis à disposition tout le matos et qui m'a aidé pour la partie technique. Et donc j'ai commencé ça avant ma course, dans l'idée de partager, tout simplement. Et puis j'espère que je vais pouvoir avoir du temps pour continuer à la rentrée. Là. Cet été, ça risque d'être un peu compliqué, mais à la rentrée, je devrais pouvoir m'y coller.
Merci beaucoup pour cette introduction, Laurie. Place désormais à notre séquence de la basket chinoise, un portrait chinois version sportif. La première question de cette basket chinoise, si tu étais un personnage de fiction, qui serais-tu ? Alors j'y ai beaucoup réfléchi à cette question parce que du coup, notamment hier en vélo, j'écoutais encore tes podcasts et du coup j'ai très peu de personnages qui m'entourent. J'ai regardé peu de dessins animés quand j'étais petite et la science-fiction c'est pas quelque chose qui me plaît en général. Donc vraiment j'ai cherché un personnage à te donner. Et j'ai fait le tour de tout ce que je connaissais, donc ça s'est résumé à Dora, les Teletubbies, l'exploratrice. Ma mère est assistante maternelle, donc je connais Peppa Pig et l'âne Trotro, mais je me suis dit que c'était rien de très valorisant pour moi. Donc je pourrais pas t'en donner de personnages Ça fictifs. marche. Est-ce qu'il y a un personnage qui a été mis en scène déjà dans les films de parapente ? Est-ce que ça existe, des films qui soient pas des documentaires, mais qui soient des fictions ? Et je crois pas. Je connais pas. La prochaine étape après ton podcast. Peut-être des deltas. Mais en parapente, je connais pas en tout cas. Deuxième question de ce portrait chinois. Si tu étais un animal, lequel choisirais-tu ? Et si j'étais un animal, je serais un loup. J'apprécie vraiment cet animal par l'image qui dégage, parce qu'on veut lui donner aussi. Il a des fervents protecteurs et puis d'autres qui veulent un peu plus s'en débarrasser. Et souvent, chacun donne son avis sur le loup en lui assignant un rôle. En lui assignant un rôle vraiment, alors qu'il est juste ce qu'il est. Et on en voit de plus en plus dans les Alpes. Donc on a essayé de le voir. En fait, ça, l'hiver, non pas l'hiver dernier, mais il y a 2 ans, en rentrant d'une soirée sur Annecy, une soirée qui n'était pas arrosée, je précise, parce que mes collègues et mes amis se sont foutus de moi. Mais en traversant Thônes, juste avant les Aravis, là, je vois devant mes phares passer, je vois juste une queue bien touffue. Je me dis, mais un renard? En fait, non, bien plus haut. Et du coup, un loup qui traverse la route juste sous mes phares, quoi. Donc, j'étais juste émerveillée. Et depuis cette rencontre-là, je me suis dit, non, mais moi, maintenant, je veux le voir dans la nature. Donc j'ai lu plein de choses sur le loup. On a acheté un piège photo et on a essayé de le placer à différents endroits au-dessus de la maison pour l'observer. Il a été vu plusieurs fois, notamment par un ami là qui est dans mon team d'assistants, qui habite juste au-dessus de chez moi. Mais pour le moment, on l'a toujours pas eu en photo sur le piège photo. On a fait notamment durant le confinement. On s'est un petit peu caché juste sur les hauteurs au-dessus de la maison en essayant d'observer le loup. Mais on l'a pas vu encore, donc j'espère qu'un jour je vais réussir à le voir. Dernière question de cette basket chinoise, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui serait une source d'inspiration particulière pour toi ? J'en ai plusieurs. Le premier peut-être, c'est Martin Fourcade, parce que je suis extrêmement fan de biathlon. Je trouve vraiment chouette ce sport, hyper complexe, où il faut mêler compétences physiques et mentales. Et depuis toujours, j'adore regarder ça tous les hivers à la télé, sur l'équipe, je suis à fond. Et Martin, c'est juste un extraterrestre de la discipline. Je trouve que c'est beau de perfer à haut niveau, mais ce qui est le plus compliqué à faire, c'est de le répéter. Et lui, il l'a répété énormément de fois. Et puis même quand il a commencé à être doublé, il a rien lâché, il s'est battu, alors qu'il était quand même déjà sur la fin de sa carrière, quoi. Et il a vraiment choisi de partir de la plus belle des manières, quoi. Et en plus, il a réussi, donc c'est juste admirable. Et voilà, vraiment une personne inspirante. Très bon coureur au demeurant. Ouais. En plus. Voilà. Il sait tout faire. Et après, sinon, Kylian. J'ai beaucoup aimé ses livres aussi. Kylian, je trouvais chouette. Enfin, je trouve que... On parle pas de Kylian Mbappé, je précise. De Kylian Jornet. Effectivement, je trouve qu'il est... il est vraiment inspirant. Alors, ses performances sont inspirantes. Lui, c'est juste effectivement l'extraterrestre de l'ultra running, mais sinon, je trouve que c'est vraiment quelqu'un d'inspirant par tout ce qu'il fait et puis tout ce qu'il a fait pour la communauté du trail. Ça a l'air d'être vraiment une chouette personne.
Merci beaucoup Laurie de t'être prêtée au jeu de la basket chinoise. Le moment est venu de parler de ta course épique, la Red Bull X-Alps 2021. Pour en planter le décor en quelques mots, la Red Bull X-Alps est une course de 1238 km de vol bivouac à travers les Alpes autrichiennes, françaises, italiennes et allemandes, d'est en ouest et en format aller-retour. Pour réaliser cet exploit, les participants ont un maximum de 12 jours pour se frayer un chemin à travers montagnes et vallées, à pied ou en parapente, dans des conditions montagneuses parfois difficiles, pour ne pas dire très souvent difficiles. Le parcours comporte 12 balises, des points de passage obligatoires au sol ou en vol. La dimension stratégique joue un rôle essentiel dans la course, avec notamment l'enjeu de choisir la bonne voie, de déterminer les moments les plus appropriés pour glider, autrement dit voler. Dis-moi, tu me corriges, n'hésite pas Laurie si je n'utilise pas les bons termes, ou au contraire être au sol. Mais tu vas nous raconter tout ça plus en détail. Cette année 2021 marque la 10e édition de ces Red Bull X-Alps. Le parcours bénéficie pour l'occasion d'un tracé entièrement nouveau, considéré comme étant le plus exigeant de l'histoire de la course. Pas de bol, ou coup de bol, je sais pas trop pourquoi. Les 29 athlètes engagés de 16 nationalités différentes sont ainsi partis courant juin de la célèbre Mozartplatz dans le centre de Salzbourg pour rejoindre le sommet de Geisberg, pardon pour la prononciation s'il y a des Autrichiens qui nous écoutent, au-dessus de la vallée et pour entamer leur premier vol. De là, il faut traverser une première fois le massif alpin pour atteindre à mi-parcours la Dandoche et le mythique Mont Blanc, pour ensuite entamer le retour en sens inverse et si tout va bien, terminer la course dans les eaux du lac de la station thermale de Zell am See en Autriche. Il est à noter, Laurie, que tu étais l'une des 2 seules participantes féminines sur la course avec la Suissesse Yael Margulich. Côté palmarès, la première place de ces Red Bull X-Alps est trustée par le Suisse Christian Maurer, invaincu depuis 2003. Les règles de la compétition sont très strictes. Les athlètes n'ont l'autorisation de progresser que le jour de 5h à 22h à pied et de 6h à 21h en parapente. À noter qu'un pass nocturne vous permet de déroger une seule fois à cette règle pour vous permettre de prendre un avantage au prix d'un risque de fatigue supplémentaire. Cette année a été marquée par des conditions météo redoutables qui ont fait de cette édition l'une des plus difficiles de l'histoire de la Red Bull X-Alps. Voilà pour ces quelques éléments introductifs sur la Red Bull X-Alps que tu vas nous raconter plus en détail, Laurie. Avant de faire le grand saut dans ta course épique, je te propose de te frotter à notre exercice de la question qui pique, une question gentiment piège que je pose à chacun de mes invités. Comme évoqué juste avant, la Red Bull X-Alps prend son envol depuis la Mozartplatz à Salzbourg, ville qui a vu naître et grandir le célébrissime compositeur. Mozart est considéré comme l'une des plus illustres figures nationales par l'Autriche, au point d'avoir son effigie sur les pièces d'1 euro autrichiennes ou encore d'avoir un aéroport qui porte son nom à Salzbourg. Voilà ma question qui pique pour toi, Laurie. Saurais-tu me dire pourquoi ce statut de citoyen autrichien de Mozart se révèle être en réalité plutôt étonnant ? Non. non, je pourrais pas te... Eh bien, figure-toi qu'il n'a jamais été autrichien de son vivant. Il ne l'est devenu qu'après sa mort. En effet, à sa naissance, Salzbourg n'avait pas encore rejoint l'Autriche et appartenait au Saint-Empire romain germanique. Et la ville est définitivement devenue autrichienne en 1816, soit 25 ans après la mort de Mozart. Donc voilà, il fait la fierté de l'Autriche, mais en réalité, il ne l'était pas. Et donc, ceci étant, voilà, dans l'Europe de l'Est du XVIIIe siècle, à la différence de l'Angleterre ou de la France, le concept de nationalité n'était alors pas véritablement établi. Dans sa correspondance, Mozart se disait lui-même être allemand dans un sens général et non dans un sens administratif. Il est donc avant tout un Salzbourgeois de langue allemande et par extension un sujet du Saint-Empire romain germanique auquel participe également l'Autriche et qu'elle domine en partie. Voilà, c'était pas facile. Franchement. Moi, je savais jamais s'il était allemand ou autrichien. Tu vois, j'ai toujours été un peu paumé. Voilà, j'ai enfin la réponse à la question. Voilà, je pensais du coup qu'il était autrichien, mais arnaque. Mais non. Ça en est fini de notre question qui pique. À ton tour désormais de nous raconter comment tu as mis en musique ton aventure sur cette Red Bull X-Alps. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment s'est présentée à toi l'opportunité de participer à cette compétition ? Est-ce que c'est un projet que tu nourrissais depuis longtemps ? C'est pas un projet que je nourrissais depuis longtemps. Je connais les courses de marche-et-vol pour avoir fait l'assistante. Donc j'ai fait assistante sur plusieurs courses depuis 5 ans déjà. Des courses plus courtes. En France, on a plusieurs événements du genre qui vont durer 3, 4, peut-être 5 jours au maximum. J'avais également fait la traversée des Pyrénées avec un athlète. Et du coup, j'ai toujours été contente dans mon rôle d'assistante. Je trouvais ça chouette. J'étais plutôt, je pense, assez efficace dans mon rôle. C'est quelque chose qui me plaisait et qui me faisait, qui me faisait plutôt vibrer. Je trouvais que c'était sympa aussi de pas être l'athlète, mais de vibrer pour un athlète. Ça, c'est chouette. Et puis de tout mettre en œuvre pour réussir ce projet. Et je me suis toujours dit, on m'a souvent posé la question, mais pourquoi tu t'y mets pas, étant donné que je faisais déjà pas mal de sport d'endurance et que je volais à haut niveau. Et j'ai toujours trouvé ça trop engagé. Je me disais que tout simplement que,
vraiment que c'était compliqué de faire de la compétition de marché-vol sans engager la viande. Pour faire simple. La viande est en toi, non? Voilà, c'est ça. Et puis en 2019, je me suis blessée au genou, donc rupture du ligament croisé. Mon passager qui était assez costaud s'est assis sur mon genou à l'atterrissage. Donc vraiment sale moment. Et du coup, ça m'a rompu le ligament croisé. J'ai passé une année sans parapente en 2019. Et j'ai fait énormément de vélo, du coup. Dès que j'ai été opérée, ensuite, j'ai enchaîné les kilomètres sur le vélo de route. Et puis, la seule chose que je pouvais faire pour le parapente, c'était voler avec du matériel léger, donc pas avec mon matériel de compétition. Et j'avais le droit de monter et de pas redescendre. Donc, il fallait que je choisisse bien mes conditions météo pour pouvoir être sûr que la descente se fasse en parapente et pas à pied, parce que là, c'était un petit peu plus compliqué. Donc, j'ai commencé à faire énormément de vols randonnée. Et j'ai fini par me dire bon, est-ce que tu te lancerais pas dans les compétitions de marché-vol pour avoir pour objectif pour 2020 ou 2021. Et c'est comme ça que j'ai posé un dossier donc l'été dernier pour l'Aix-Alpes. Est-ce que tu peux nous parler de l'équipe qui t'accompagne sur la course et leur rôle sur la course? On imagine que c'est un rôle fondamental dans ce projet et que c'est un projet qui s'inscrit dans une démarche collective finalement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les personnes phares autour de toi et les missions pour chacun? Donc on était 6 au total, moi y compris, donc 5 assistants. C'est des assistants qui avaient jamais été assistants jusque-là. Donc à la base c'est des amis que j'ai motivés et avec qui j'ai essayé un petit peu d'apprendre comment ça fonctionnait. Donc on a Alexis Reverchon qui est mon assistant principal, qui marche lui énormément avec moi et qui est là pour m'aider avec mon matos sur les décollages. Mais principalement son rôle c'est de marcher et puis de faire le tracé au sol, quoi. Donc de pas me perdre sur les chemins. Voilà. Il y a Gino Marchetto qui lui aussi marche avec moi et fait des blagues aussi. Il fait des blagues, ouais. Lui c'est vraiment peut-être je le connaissais moins, Gino, sur avant cette course, et puis il m'a vraiment surpris, étonné à me faire tellement de blagues qu'au prologue j'étais en train d'exploser dans la chaleur et le kilomètre vertical, et en plus il me faisait mal au ventre parce qu'il racontait connerie sur connerie. Donc ça c'était vraiment un point fort. Marco c'est l'ancien référent du Pôle Espoir, donc là où je suis allée au lycée pour apprendre le parapente en compétition. Donc ça a été mon entraîneur il y a 10 ans de ça. Aujourd'hui il a arrêté, il a passé le flambeau et c'est un autre entraîneur référent. Mais donc lui c'est un moniteur de parapente qui depuis mon passage à Font-Romeu, j'avais vraiment gardé de bons contacts avec lui, et souvent on se retrouvait pour faire du vélo ou du sport d'endurance. On a fait ensemble la traversée du Jura en ski de fond, les Alpes du Sud à vélo. Donc chaque année on essayait de se mettre un petit programme. Donc je lui ai proposé quelque chose de différent cette année. Ensuite Philadelphe Knellwolf, que je connaissais le moins, qui lui s'est proposé à moi l'an dernier en me disant écoute, si tu veux je te file un coup de main un peu pour la recherche de sponsors principalement. Il m'a dit ouais, j'aimerais bien aller à l'Aix-Alpes. Alors moi qui suis un peu brute de décoffrage, des fois je lui ai dit ah bah non, ça va pas faire. Enfin moi j'ai pas emmené quelqu'un sur intérêt, j'emmène quelqu'un. Et au final on a fait connaissance et je l'ai trouvé juste génial, et il avait toute sa place dans l'équipe. Donc lui il réfléchit vite et bien, il est au point aussi sur tout ce qui est informatique. Donc oui, lui gérait toute la partie logistique, le suivi du live tracking, les propositions d'options, et puis il nous a aussi sorti d'un paquet de situations un petit peu compliquées, parce qu'il est avenant, il parlait allemand, un peu autrichien aussi je crois, et donc à chaque fois qu'il fallait régler une situation il était là pour ça, donc c'était top. Marco du coup qui était mon entraîneur, lui gérait plutôt la météo, ça je l'ai pas dit sur son rôle. Et une dimension stratégique aussi, il intervenait sur cette partie. Voilà, en fait, il faut savoir j'ai un routeur pour la météo, donc Laurent Valbert, qui bosse chez Météo France à Chamonix, qui lui nous faisait un bulletin météo tous les soirs et tous les matins. On pouvait aussi l'appeler quand les prévisions étaient pas vraiment ce qui était prévu, et du coup, on pouvait lui demander est-ce que
il est parapentiste aussi, donc il a vraiment une idée de la météo nécessaire au parapente, et on pouvait aussi lui soumettre nos options. Entre deux vallées, est-ce que tu penses que c'est mieux par là? Oui. Et du coup, il nous a vraiment aidé là-dessus, et ça, c'est Marco qui gérait ce côté-là. Et ensuite, il y a Robin. Donc Robin, c'est mon copain, et lui, il gère la partie média, photo, vidéo. Donc on a pas mal filmé sur la X-Alp, on espère pouvoir sortir quelques images de cette expérience. Et il est aussi là le soir pour me ramasser à la petite cuillère, me mettre sur une table de massage. Donc j'ai essayé de lui apprendre un petit peu les massages sportifs de récupération, et il a été top. Il m'a massé tous les soirs. Il m'a aidé à juste calmer ma journée, m'apaiser. Et donc il avait une double fonction assez utile. Il fait des très belles photos. Je vous invite à aller voir ton feed Instagram notamment. Robin Issertel. Quels sont les principaux éléments logistiques à organiser lorsqu'on entreprend un tel défi? Est-ce que tu peux nous en donner les grandes phases et nous dire combien de temps en amont tu as amorcé leur mise en œuvre? C'est un projet qui se construit sur quoi, 1 an? C'est une année de préparation, je dirais. J'ai posé mon dossier en été. J'ai eu la réponse en octobre. Ensuite, il a fallu monter l'équipe, donc trouver mes assistants, trouver des personnes qui ont envie de donner de leur temps, parce que c'est du don, et puis qui ont envie d'aller de voir cette course, et donc ça demande un petit peu de temps. Ensuite, il faut trouver un budget, de l'argent, tout simplement, pour payer 2 véhicules, l'essence qui va avec, la nourriture, et puis toute la préparation, les périodes de repérage. Donc la recherche de sponsors, c'est quelque chose qui a pris énormément de temps. Je pensais pas d'ailleurs que ça allait m'occuper autant, mais ça fait vraiment partie du projet. Et je trouve que au début sur cette année de préparation, au début, j'ai pu énormément me consacrer à l'entraînement personnel, donc l'entraînement physique et puis en vol. Et puis après, plus on s'approche de l'événement et plus on gère de la logistique, quoi, forcément. Donc j'ai assez vite trouvé les véhicules. Donc ça, c'était déjà une bonne chose au niveau du budget. Parce que comme mon équipe est assez grosse, faut savoir qu'il y a certains participants à la Red Bull X-Alp qui choisissent d'avoir des équipes plus réduites et du coup un seul véhicule. Là, d'avoir 2 véhicules, ça permet d'avoir toujours quelqu'un en avant sur le parcours et puis quelqu'un en retrait. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand vous allez décoller, quand je me retrouve en l'air, mes assistants savent jamais où je vais poser, et si je vais poser, si mon vol il va faire 100 km ou il va en faire 50. Et des fois, en vol, on va sauter une vallée, ça va se jouer en 5 minutes, mais par contre en voiture, ils vont devoir se faire un détour de 1h, 1h30. Donc l'avantage d'avoir 2 véhicules, c'est qu'il y en a un qui peut partir en avant sur le parcours, l'autre qui peut être en mode voiture-balai, et comme ça on arrive à être toujours plus ou moins efficace pour que quand je pose, j'ai des affaires de rechange ou du ravitaillement, tout simplement. Donc voilà un petit peu la préparation. Donc tout le printemps, c'était quand même pas mal consacré à cette partie logistique, sponsor, budget, et puis réunir du matériel, faire le point. Donc ouais, ça, quand je me suis lancée dans l'aventure, j'imaginais pas que ça allait prendre autant de place, cette partie-là. Mais en fait, ça en a pris beaucoup. Tu nous l'as dit, donc tu es accompagné par un certain nombre de partenaires. Si l'on s'attache plus particulièrement à l'aspect itinérance et bivouac de ton aventure, est-ce que tu peux nous dire ce qu'un partenaire comme Anroad t'apporte? C'est quoi les bénéfices très concrets pour toi et pour l'équipe de bénéficier de leur van au quotidien? Qu'est-ce que ça veut dire avoir un van à dispo et quel avantage ça a? Déjà, ça c'était vraiment un point positif pour nous, parce que c'était nécessaire de pouvoir loger l'équipe dans le véhicule. Donc là, ils nous l'ont mis à disposition aussi pour le repérage avant et pour la course préparatoire qu'on a fait. Donc il y avait une course sur Annecy là qui s'appelle la Born to Fly, qui est une compétition de marché-vol, où d'ailleurs pas mal d'athlètes de la X-Alp sont venus pour tout simplement s'échauffer. Donc ça n'a rien à voir parce que c'est court et que c'est à la maison, donc on connaît un petit peu le terrain, mais par contre ça a permis à l'équipe déjà de faire connaissance, dans mon équipe ils n'avaient pas encore travaillé ensemble. Et du coup, le van il nous a été utile pour cette course, pour le repérage, et puis ensuite pour la X-Alp. Donc le van est tout équipé, ça nous permet de cuisiner dedans, de dormir. Il y a le couchage
au niveau de la tente de toit, et puis le couchage en bas, donc on peut mettre 4 personnes dedans, ça fait une bonne partie de mon équipe du coup. Donc non, c'était vraiment un vrai avantage d'avoir ce type de véhicule. J'étais vraiment contente de ce partenariat avec Android. À quel point est-ce que tu aimes justement les expériences en bivouac et cette dimension d'itinérance? C'est quelque chose qui t'est agréable dans ce type de course? Ça te plaît de te balader, de te promener sans trop savoir où tu seras à chaque soir? Alors bizarrement, ça me plaît, mais pas toujours. Je suis quelqu'un d'assez... Des fois, j'ai du mal avec l'inconnu. De partir... je vois ma sœur qui a traversé l'Amérique du Sud à vélo. Par exemple, je me dis, c'est des choses que je ferais pas, tout simplement parce que j'ai vraiment du mal avec cette part d'inconnu là, à savoir le soir où est-ce que tu vas dormir. Mais là, on est suréquipé quand même. On n'est pas vraiment en mode bivouac. Moi, je suis consacrée à 200% dans ma course, donc je me pose même pas la question du soir où on va dormir. Et puis quand j'arrivais, en fait, donc la course se terminait à 22h30. À 21h, on avait forcément fini de voler puisque c'était interdit de voler de 21h à 22h30. Donc suivant ma moyenne de vitesse de marche, ils avaient une idée d'où on allait terminer la course, d'où on allait terminer la journée. Et il faut savoir qu'on n'a pas le droit de bivouaquer à plus de 250 mètres de l'endroit où on s'arrête. Donc des fois c'était des bivouacs pas hyper bucoliques, mais on n'a pas fait de bivouac sur d'air d'autoroute ni au milieu d'un chantier donc ça a été plutôt bien, mais non, j'ai trouvé l'aventure plutôt chouette et du coup ça m'a donné envie de faire du vrai bivouac. Là je pense que plus tard si je repars c'est avec une tente et un matelas dans mon sac à dos. T'as changé tes plans pour les vacances cet été? Voilà, c'est ça. La dimension stratégique joue, j'imagine, un rôle fondamental sur une telle course. Est-ce que tu peux nous partager les grands enjeux et orientations stratégiques d'une telle course et nous dire à quel point ils sont déterminants pour se donner les meilleures chances de réussite? C'est quoi les arbitrages à faire entre savoir quand marcher, quand voler, qu'est-ce que le matin, le soir? C'est quoi les grandes orientations possibles? Alors, ce qui est compliqué dans ce type de course, c'est qu'on est vraiment dépendant du timing, qui est lié principalement à l'aérologie. Donc, c'est-à-dire que des fois, il va être opportun ce qu'il faut, c'est gérer l'effort. Parce que je me souviens m'être dit, au bout de 3 jours de course, 3 jours, faut en faire 12, 3 fois 4, tu dois vivre encore 4 fois ça. Donc est-ce que ton corps va tenir? Parce que c'était aussi l'inconnu pour moi, j'avais jamais vraiment fait plus de 6 jours d'ultra-endurance. Du coup, on s'est juste dit qu'à un moment, il fallait gérer peut-être cet effort, considérer que 22h30, 5h, peut-être que des fois, il fallait plutôt s'arrêter à 21h si ça valait le coup. Et puis de repartir 1 heure plus tard le lendemain, en essayant de mieux se placer. C'est-à-dire que le matin, on peut choisir en fait soit ça vole pas et on va avancer sur le plat en fond de vallée, donc de 5h à 10h du matin, on peut espérer les premiers thermiques à 10h du matin. On va essayer d'avancer au maximum sur le plat. Soit on juge que c'est opportun de monter et de faire comme tu appelais ça des glides, comme tu le disais. Donc là, on va chercher du coup, on fait un peu de dénivelé, on essaye de glider le plus loin possible, on remonte, on recommence, jusqu'à que les conditions thermiques se mettent en place et que là, on puisse les exploiter. Et la stratégie, là, des fois, elle est d'essayer de se dire, j'attends, je me repose, je fais une sieste, je gère en fait mon effort physique pour ensuite, du coup, faire tous ces kilomètres en vol. Il faut savoir qu'en vol, la moyenne quand on est en cross, donc ça considère le parapente lui vole à plus ou moins 40 km/h, à 60 km/h accéléré. Mais après, on prend le vol moyenné parce qu'on passe du temps à enrouler les thermiques, ou du coup on reste sur place. Il est plus ou moins entre 25 et 30 km/h. C'est la moyenne qu'on va avoir sur un vol de distance en marche et vol. Et donc, forcément, des fois, marcher 25 km en pleine, alors qu'on aurait juste attendu que les conditions se mettent en place et qu'on puisse prendre un thermique, ça se serait fait en 1 heure de vol, et là on aurait gagné énormément. Donc c'est là-dessus qu'il faut jouer. Après il y a des enjeux stratégiques par rapport aux autres, c'est pour ça qu'on est tout le temps sur live tracking à regarder quelles options sont prises. Et puis ce qui a été dur, j'ai trouvé en l'air, c'est de se dire en fait, on n'a pas... Moi, je vois les montagnes, mais je vois pas les chemins depuis là où je suis.
Et du coup, ma lecture en l'air, quand je suis en cross normale, sans la partie marche, elle va être juste liée au ciel, aux oiseaux que je vais voir, aux nuages, en fait, à tout ce qui va pouvoir m'indiquer les thermiques et les vents. Et du coup, je vais me placer en fonction de ça. Et si je pose, ma journée est finie, je replie, je rentre en stop. Alors que là, si je pose à cet endroit-là, il va falloir retrouver une montagne pour redécoller ou alors marcher au plus court. Et du coup, à chaque fois, les décisions en l'air, elles devaient être mesurées entre est-ce que je mise tout cette option parce que je suis sûr que ça va faire en vol, et d'un autre côté, je me dis ouais, mais si je prends cette option-là et que ça fait pas, là, par exemple, en marche, je dois me faire tout le tour de la vallée. Et ce qui était dur, pour moi et pour l'équipe, c'est d'avoir ces infos-là en temps réel en l'air pour pas prendre d'options qui soient trop engageantes, quoi. Pour pas poser un endroit où je me rajoute 20 km de marche pour rejoindre un point de décollage. Surtout sur la première partie de cette X-Alpes, là, on avait énormément de zones de forêt avec très peu de décollage. Et du coup, là, les choix étaient souvent très tendus. Est-ce que tu apprécies et tu te sens aussi à l'aise sur la partie marche et la partie au sol que dans les airs? Oui. Ouais, ta préférence, est-ce que tu as besoin des deux, justement? Est-ce que tu trouves ça un bon équilibre aussi? Les deux me vont. Mon point fort reste le vol. Mais non, j'ai vraiment apprécié la marche. J'ai eu du mal parce qu'on a eu des chaleurs assez intenses au départ de la course et on n'a pas été acclimaté. Enfin, vu la météo en ce moment où on passe automne, été, hiver à peu près tous les 3 semaines, c'est compliqué de s'acclimater et du coup le prologue et le départ de la course sont faits dans des conditions vraiment de chaleur extrême. Moi, j'étais pas acclimatée et ça a été beaucoup de souffrance pour moi la première journée. Et puis après, on a eu des températures un peu plus calmes. Et mes meilleures sensations, je les ai eues au 7e jour de course, où là, j'avais l'impression que tout déroulait et tout allait bien. Donc, mes assistants se sont posés des questions, quand même, en se disant, bon, elle est un peu montée à l'envers. Mais moi, je savais que je suis un bon moteur diesel, mais alors là, j'étais bien encrassé au départ et ça a été ensuite. Quelles sont selon toi les qualités indispensables pour imaginer réussir un tel défi? Qu'est-ce qu'il faut avoir à tout prix? Il faut être physiquement résistant. Je pense pas que ce soit la vitesse qui soit primordiale. Il faut être capable de gérer l'effort pendant 12 jours au maximum. Il faut être fort en vol et techniquement propre parce que les conditions vont être engagées. En fait, il faut se dire que on va monter au sommet d'une montagne, il va pas avoir un décollage officiel, ça va être un décollage qu'on va avoir repéré avec les outils type Google Earth. Donc par exemple, ça nous est arrivé un matin, on a regardé, on s'est dit bon, là il y a un champ, ça devrait peut-être décoller. Bon, manque de peau, ils avaient replanté des sapins. donc Google te l'avait pas dit. Voilà, et j'avoue qu'après 3 jours de course, les 800 mètres de dénivelé négatif avec un sac sur le dos, non, merci. on les sent passer. Mais du coup, on a vraiment dû descendre. Et alors, des fois, il y a effectivement un champ, mais il est pas orienté comme on voulait. Au final, il y a des rochers, l'air d'envol est pas top. Et du coup, on sait que pour éviter la descente, on va forcément tenter le vol. Donc, on va avoir des décollages un peu scabreux et ensuite des conditions de vol qui vont être ce qu'elles sont, tout simplement. Et il faut être prêt techniquement pour pas avoir d'incident de vol et pas se faire mal. Et il faut être prêt mentalement à accepter cette prise de risque, tout simplement. Est-ce que tu perçois cette course comme un défi à ta mesure ou est-ce qu'il y avait une part d'incertitude en toi sur sa faisabilité? Avec quels objectifs et ambitions tu te présentes sur la course? Alors oui, il y a énormément je pense que quand on part sur sa première Red Bull X-Alpes, c'est impossible d'être confiant. Moi, ce que je voulais principalement, c'était ne pas me faire mal. Vraiment, c'est quelque chose sur lequel je me suis dit... tu t'es jamais encore vraiment blessé en parapente et ce serait trop dommage de te faire mal pour une course comme ça. Donc mon premier objectif, c'était de finir la course en bonne santé. Et ensuite, j'aurais bien aimé rallier l'arrivée, boucler. Sur cette édition, malheureusement, la météo a été tellement horrible qu'il y a eu 5 participants au goal sur une 30aine. Donc le premier objectif est bouclé. Physiquement, du moins, tout va bien. et le deuxième, pas, mais la prochaine, peut-être, s'il y en a une. Qu'est-ce que tu attends de cette Red Bull X-Alpes?
J'attendais vraiment Pour moi, c'était une découverte. Du coup, j'ai essayé aussi de le prendre en me disant, mais savoure, juste, parce que t'es là, t'es sur la plus grosse course au monde de marché-vol, t'es avec des pilotes qui ont un niveau juste énorme, et tu vas vivre un truc de dingue. Donc j'attendais juste de profiter, et aussi parce que la préparation est longue. Enfin, je pense que tout projet nécessite une préparation pour pouvoir en profiter derrière. Si on se lance là-dedans comme ça, on le savoure pas autant. Donc là, il y a eu quand même des phases assez difficiles dans la préparation, avec des hauts, des bas, des moments de doute. Je pense que c'est le cas pour tout le monde quand on prépare un projet de cette envergure. Ça fait partie du jeu. Mais du coup, j'attendais juste vraiment d'en profiter, et puis de voir un petit peu mes limites aussi. C'est en s'exposant qu'on arrive à progresser. Si on s'expose pas à ce type alors on peut le faire sur des projets off, mais la course amène aussi du bon, et nous pousse dans le bon sens. Et du coup, c'était de voir mes capacités sur l'ultra-endurance. Mine de rien, c'est simplement ma première course, vraie course de marché-vol. J'avais juste fait la Born to Fly avant, et là c'était la première grosse course. Donc non, je dirais la découverte de cette course, et de moi-même aussi. Ça y est, nous sommes le 17 juin 2021, c'est enfin le grand jour, avec un prologue qui ouvre le bal de la compétition, une journée qui s'est bien passée pour toi? Plutôt bien passée. J'avais pas très envie de faire ce prologue. Il faut savoir que comme je l'expliquais, les efforts courts et intenses, c'est pas mon truc. Là, les conditions étaient bonnes, donc en gros, ça consistait à une montée sèche et du vol. Et du coup, ça c'est le moteur était ok, la voile était ok, le matos. Donc ça a juste permis de valider et puis de passer un bon moment avec l'équipe. L'enjeu du prologue, c'était d'aller récupérer des night pass, c'est ça? Ouais, alors je savais que pour moi, c'était tout simplement pas possible, mis à part s'il y avait des conditions marginales et que ça allait jouer au vol. Mais physiquement, les garçons étaient juste trop forts pour prendre une belle avance sur la montée, et puis ensuite les conditions thermiques étaient bonnes, donc voilà. Mais effectivement, les 3 premiers ont gagné le droit de dormir encore moins une nuit de plus. Quelle chance. Tu décolles le 20 juin de la Mozartplatz dont on a parlé tout à l'heure pour la véritable première journée de la compétition, et tu connais déjà un premier coup de chaud avec des câbles notamment. Est-ce que tu peux nous raconter cette première journée? Oui, alors première journée, on est monté au Geisberg, vol technique, mais en groupe. Du coup, tous les pilotes de la X-Alps se sont retrouvés en l'air au-dessus du Geisberg à attendre en fait un cycle thermique qui nous permette de monter un peu plus haut. Donc ensuite, on a dû évoluer jusqu'aux montagnes de Wagrain. Et donc là, c'était souvent faible, parfois turbulent, lié à des brises. Mais on a pu arriver jusqu'à l'entrée de la vallée de Wagrain. On a refait une montée à pied, et puis ensuite on a décollé sous le vent pour essayer d'aller joindre la première balise. Et tout le monde se jetait un peu. Je dis souvent qu'en parapente, on ne saute pas, on vole. Mais là, pour le coup, j'avais eu un peu l'impression de sauter du décollage. Il y avait un câble, effectivement, tout simplement un câble qui reliait un téléphérique là. Et la masse d'air était tellement mauvaise qu'en sortie de décollage, j'avais très peu de plané, et je suis passé un demi-mètre, je pense, au-dessus de ce câble. Donc voilà, je me suis juste dit, bienvenue à la Red Bull X-Alpes. C'est donc ça, il parlait bien de ça. Mais apparemment, c'était normal, parce que les 3 pilotes devant moi ont fait pareil. Et je me suis dit, d'accord, ça commence. Ça pose les bases. Tu te lèves à l'aube le lendemain matin, une matinée qui se passe bien avant une après-midi plus délicate. Tu en as fait de la difficulté à trouver le thermique qui permettra de faire la transition, et tu dois faire pas mal de marches en fin de journée. Tu peux nous parler de cette deuxième journée en quelques mots? La deuxième journée, ouais, j'ai fait 2 erreurs. J'étais bien placée, j'ai fait 2 erreurs en thermique. J'étais avec Damien une fois, et je décide de pas assurer ma position de contrôle par rapport il y avait aussi un autre pilote autrichien, je crois, 2 pilotes en thermique, et puis je vais chercher plus loin et je finis par me faire avoir. On passe à Kitzbühel, et puis là je me fais avoir une deuxième fois sur un thermique que je rate pour une histoire de placement, et puis je vais devoir attendre 1 heure dans le ciel, 1 heure à attendre dans une position inconfortable, parce qu'en fait j'arrivais pas vraiment à trouver de quoi rester en l'air. En fait, il faut s'imaginer des fois un peu comme quand vous faites chauffer une casserole d'eau et que vous mettez le couvercle. C'est-à-dire que ça chauffe, vous levez le couvercle, et puis toute la
vapeur s'évacue. Et ben après, il faut attendre de nouveau pour qu'il y ait un thermique qui se redéclenche. Donc, faut trouver la zone, patienter, et puis attendre qu'il y ait ce qu'on appelle un cycle thermique qui sort. Donc là, je finis par m'en sortir, mais j'arrive à la dernière balise, la balise la plus au nord, au bord du lac, un peu tard. Et c'est pour ça que je disais que c'est vraiment une question de timing, parce que ceux qui arrivent avant moi, du coup, ont le temps de remonter au déco pour faire un glide et avancer sur la route. Et sauf que moi, je suis à peu près sûre que je risque d'arriver au déco et qu'il sera trop tard pour faire mon glide, tout simplement parce qu'à 21h, il faut être posé. Donc on choisit d'avancer par les avant-reliefs. Et ceux qui arrivent plus tard, bah du coup ils arrivent soit le soir, soit le lendemain. Ensuite ils se retrouvent bien placés pour la suite de la journée, parce que du coup ils ont pas le choix de se dire bon bah il y a de la brise qui s'est mise en place, on va avancer sur les avant-reliefs. Et nous on est coincés entre les deux options, entre ceux qui sont partis déjà avant et à se dire est-ce qu'on fait quoi ? Est-ce qu'on attend 2-3 heures que ça se mette en place sur les avant-reliefs, ou est-ce qu'on avance ? Et c'est toujours dur d'attendre pendant que les autres avancent. Du coup, c'est là les décisions stratégiques. Et sur cette journée-là, je pense que on a perdu du temps, on n'a pas très bien joué. Mais... Le jour 3 s'avère lui aussi assez délicat, avec un premier vol court, un second plus long. Tu poses en altitude dans une zone sans réseau téléphonique, ce qui complexifie pas mal les retrouvailles avec l'équipe. Heureusement, vous finissez la journée tous ensemble avec un bon repas et puis un massage bien réparateur. Ouais, ça c'est bien fini, mais effectivement... Pas de réseau là où je pose, après un vol dans des conditions encore dantesques. Et j'ai fini par retrouver mon équipe, donc ça j'étais bien content de les voir. Les voir eux ça va, mais avec de la nourriture surtout. Et là du coup on a pris une option un peu plus dans les montagnes, et on a choisi de se coucher plus tôt, de se reposer, et pour le lendemain tenter un joli vol. Après une bonne nuit de 7 heures de sommeil, tu te lèves à 5h30 du matin pour cette 4e journée avec des sensations qui sont bonnes. Tu commences la journée par 3 heures de marche et commences ensuite ton vol, mais ce jour-là, les conditions sont particulièrement défavorables et auraient pu avoir des conséquences absolument désastreuses. Oui, 4e jour, donc pour moi, c'est là que la course prend une autre dimension. Ce qui s'est passé sur ce jour-là, c'est qu'on a poussé un petit peu les limites du vol libre, mais comme chaque journée sur cette course. Sauf que là, je fais un premier vol où je prends la pluie. Et donc, il faut savoir qu'en parapente, on peut pas voler sous la pluie. Alors, le parapente accepte un petit peu d'eau, sauf que jusqu'à une certaine limite, il va finir par se gorger d'eau et par arrêter de voler, tout simplement. Donc, en fait, vraiment, il se met ce qu'on appelle en position de parachutale. On n'a plus de vitesse horizontale et on tombe du ciel. Donc, ce qu'il faut, c'est éviter de décoller quand on sait qu'il va pleuvoir, parce qu'une petite averse avec des petites gouttes ça devrait aller, mais par contre les grosses gouttes c'est rédhibitoire pour le vol. Donc moi je fais un premier vol où je prends l'eau, mais la fin du vol est plutôt sec, donc je pose sans souci, sans me méfier. Sauf que quand mes collègues récupèrent la voile, ils me disent bon elle est un peu humide, sauf que je fais pas attention, je la replie. Et on part signer signer à l'Hermos avec Yael. Et là, en fait, il se passe tellement de choses en une journée que j'oublie. Moi, le vol d'avant, je l'avais déjà oublié. On remonte au déco, et puis là, on hésite longtemps sur 2 options. On a le météorologue où on lui demande si ça craint, parce que c'est assez orageux, et ce qu'on a au-dessus de la tête, c'est pas vraiment beau. On finit par se décider pour une option au plus court dans la vallée. Je rate un premier décollage parce que ma voile me paraît vraiment paresseuse, sauf qu'en fait je me rends compte que j'ai une clé. Donc une clé c'est un nœud dans les suspentes, et en gros c'est un nœud sur les suspentes dans la partie arrière qui fait que ça freine mon parapente. Donc j'enlève cette clé. Robin qui est avec moi au déco me dit ouais mais ta voile elle est quand même mouillée. Mais je me dis que ouais non ça va faire, enfin pour avoir déjà volé avec la voile mouillée, je me dis que ça devrait aller. Je redécolle et je me rends compte qu'en fait là j'ai une 2e clé, donc vraiment ma prévol était mal faite parce que j'ai un 2e petit nœud sur mon frein arrière gauche. Sauf que mon parapente peut quand même voler accéléré. Il faut savoir qu'on a un barreau d'accélérateur qui permet de tirer sur la partie avant du parapente, qui le cale comme une aile d'avion un petit peu plus piqueuse et qui permet de gagner énormément de vitesse. Donc on gagne quand même la moitié de vitesse, donc de 40 km/h on peut passer à 60, 65. Et ce qui est nécessaire d'avoir pour voler sous la pluie. Ça va vraiment permettre de faire continuer, de faire en sorte que le parapente vole. Donc sous la pluie, si jamais ça arrive, on cherche à pas toucher au frein et à voler accéléré pour justement éviter cette sous-vitesse.
Et là, je me rends compte que la voile, même si elle accélère, elle est un peu molle. J'ai pas ma vitesse max. Je trouve ça un petit peu bizarre. Donc, je décide de pas optimiser mon glide, d'aller poser au plus court dans la vallée. Sauf que, dans tous les cas, pour aller dans la vallée, il faut passer 2 grosses lignes haute tension qui sont à flanc de relief. Et quand j'arrive au-dessus de ces lignes à haute tension, scénario catastrophe, ça s'arrête de voler. Je tombe du ciel. Donc là, je relâche mon accélérateur. J'essaye de remettre un coup d'accélérateur pour essayer que le parapente reprenne sa phase d'envol. Il se passe rien. Donc j'ai juste le temps de tirer mon secours. Comme je suis en parachutage, j'ai très peu de vitesse, le secours met énormément de temps à s'ouvrir. Et par chance, la brise le tire à l'opposé des lignes et du coup à l'opposé de la brise. Et par chance, ça me dévie dans la première forêt en bordure de ligne. Sauf que dans la forêt, je me mets pas vraiment dans un sapin, je me mets entre 3 arbres, la voile juste posée et le secours accroché. Et à 15 mètres du sol. À 15 mètres du sol, voilà. Et là, je prends l'orage. Donc, son et lumière en même temps. Grosse ambiance. Et puis, je prends l'eau. Et le parachute, en fait, se gorgeait d'eau. Et le problème, c'est que toutes les 5 minutes, je glissais de quelques centimètres, quoi. Donc, jusqu'à que les secours arrivent, pas d'hélicoptère possible parce que orage. Et puis ensuite, les secours sont finis par arriver, mais en fait, ils avaient aucune idée de comment ils allaient me sortir de cette situation. Donc, c'était pas rassurant. Et ils ont mis quelques heures à arriver, c'est ça? Alors, ils sont arrivés en 1 demi-heure, mais le problème, c'est qu'ensuite, ils ont mis bien 45 minutes à se mettre en route pour juste au moins m'assurer sur un arbre. Au pire, je faisais le balancier, mais pour moi, ce qui était vraiment inconfortable, c'est de me dire qu'à tout moment, ça pouvait lâcher et que je pouvais finir en bas, quoi. Après, ça a fini par se stabiliser, j'ai arrêté de glisser, et je me suis dit, bon bah, croire en ta bonne étoile, t'as pas fini dans les lignes, t'es pas encore par terre, ça va tenir le temps qu'ils te descendent de là, quoi. Donc là, ils ont réussi avec un système à mettre 2 poulies sur chaque arbre, tendre une corde, et puis me faire descendre. Donc là, j'ai dû couper tout mon matériel, couper toutes les suspentes de ma voile ozone, là, toute neuve, qui était un vrai bijou de technologie. Ça m'a fait mal, mais bon, ça aucun prix par rapport à ma vie. Et après, j'ai dû couper aussi mes suspentes de secours. Et ils m'ont ramené au sol. Grosse frayeur, évidemment. Assez traumatisante, j'imagine. Comment tu ressors de ça et de ton envie de voler, c'est... Grosse frayeur. Alors, surtout que, en fait, j'arrive au sol. Donc là, j'étais gelée parce que j'étais habillée. J'étais juste en short et avec mon speedarm, enfin, le vêtement obligatoire pour voler, qui est donné par Red Bull. Et du coup, j'avais pris l'eau pendant 3 heures dans les arbres. Donc j'étais vraiment gelée quand j'arrive au sol. Mais là, il y avait un des médecins de la course qui nous explique que si je veux continuer, il faut tout remettre dans le sac et il faut partir à pied du point où je me suis mis dans les arbres, quoi. Donc moi, ça me paraissait juste complètement dingue. Enfin, quand je me dis juste, non mais là, ce soir on va à l'hôtel, on mange des frites, on boit une bière et et voilà, quoi. On arrête les conneries. Et puis là, je me dis non, bon bah ok, marche, de toute façon, t'as rien. Physiquement, je m'étais juste... ma seule blessure, c'est que je me suis coupée avec le couteau qu'ils m'ont donné pour couper les suspentes de ma voile. Et du coup, j'ai tout mis dans le sac, je suis partie en marchant, et je me suis dit on verra bien le lendemain. J'avais un parapente de backup, mon parapente personnel, qu'on a choisi d'utiliser pour continuer la course. Et j'ai choisi de continuer. Mais du coup, il a fallu beaucoup d'abnégation, et puis de motivation. Donc j'ai continué ensuite, mais mentalement c'était difficile parce qu'en l'air je ressentais quand même énormément la peur. Et j'ai juste choisi de le faire parce que je me suis dit qu'est-ce que tu vas te dire une fois que la X-Alp elle sera passée. Enfin, comment tu vas vivre les jours d'après? Je me suis dit si t'arrêtes maintenant, est-ce que à un moment tu vas pas regretter de pas avoir essayé? Et ce que je voulais surtout pas, c'était regretter en fait. C'était regretter quelque chose sur cette course. Donc je me suis dit bah essaye, fais au mieux. Ça a été bien pendant 2 jours. Sur la fin, ça a été plus dur parce que les conditions permettaient pas de voler en sécurité. Mais du coup, je suis contente d'avoir persévéré et d'avoir essayé, et puis d'avoir été capable d'arrêter à un moment. Le plus dur, c'est de dire non, peut-être, c'est de renoncer à un projet qu'on a envie de terminer. Et après te dire comment ça va aller dans les jours qui viennent. Tu vois, depuis que j'ai fini cette course, j'ai fait pas mal de kilomètres sur mon vélo entre les siestes. Mais par contre, j'ai pas encore revolé pour moi. Et c'est quelque chose que je vais faire. Mais je peux pas dire maintenant comment je vais me ressentir dans le ciel.
tu décides le 9e jour d'arrêter, c'est à ce moment-là que tu prends la décision et donc de laisser passer finalement des concurrents pour te faire éliminer en pleine conscience, c'est ça, puisque tous les 2 jours, le dernier concurrent est éliminé, c'est la règle du jeu sur cette Red Bull X-Alps, donc tu fais sciemment, tu prends cette décision-là et tu vis avec ça, quoi, sur les épaules. Ouais, en fait, j'avais pas envie d'abandonner à cause de cette règle, parce que je trouve que quand tu abandonnes, c'est pas très sportif d'abandonner en fin de peloton, alors que tu sais qu'il y en a qui ont envie de continuer la course, mais qui juste se retrouvent en mauvaise position. Donc moi, ça m'embêtait en fait d'abandonner, parce que du coup j'étais en fin de classement. Mais par contre, je voulais plus voler. J'ai fait un dernier vol de la Fourcapasse là, avec des conditions que j'aurais pu trouver acceptables, mais qui étaient tellement marginales et qui m'ont juste fait peur de nouveau. Et je me suis dit non mais là je suis plus capable en l'air, je frôlais la crise d'angoisse, donc je me suis dit c'est juste plus possible pour moi. Donc on arrive à Fiche et là je dis à Robin écoute préviens l'équipe qu'on va arrêter là parce que je vais pas vouloir voler et du coup ne pas voler ça veut dire marcher dans la vallée de Fiche jusqu'au soir, jusqu'à qu'on soit éliminé. Pour moi là ça avait juste plus de sens. Du coup j'ai dit on s'arrête. Derrière il restait l'américain et juste avant moi il y avait le japonais qui allait voler pour sûr. Donc j'ai dit on s'arrête, le soir on sera dernier, du coup on sera éliminé et puis on rentrera à la maison. Seuls 5 athlètes ont été classés à l'issue de la course, ce qui en révèle si nécessaire la grande difficulté avec à nouveau l'intouchable Christian Maurer qui triomphe de ces X-Alps en 8 jours, 6 heures et près de 20 heures d'avance sur le second concurrent. Est-ce que tu as suivi la fin de la course ou est-ce que c'était trop sensible pour toi ? Ah oui, bien sûr, j'ai suivi la fin de la course. Justement, au début, ce qui était frustrant, c'est de pas pouvoir suivre la course. T'es trop dans ta course à toi, et du coup, le live track, t'entends juste un peu tes assistants en parler. Et du coup, j'ai suivi et c'était génial. C'est vraiment, le mec est juste magique, quoi. Ça fait 7 fois qu'il gagne. Et avec la manière non, franchement, pour le sport, moi, j'admire le sport et le beau jeu. Et quand on connaît un peu la course, là, c'est le cas. Tu dois avoir une multitude de souvenirs en tête, mais s'il n'y en avait qu'une, quelle image tu retiens plus particulièrement de ces X-Alps ? Si je t'en parle dans 30 ans, qu'est-ce qui va venir te popper à l'esprit en premier lieu ? Peut-être les sensations le lendemain de l'accident. J'ai décidé de poser, et puis j'ai marché sur la route, et au bout d'un moment, j'ai eu envie de courir. Du coup, j'ai couru, et puis j'écoutais de la musique qui me plaît pas trop, habituellement, un peu de pop, là. Et du coup, j'ai eu envie de danser, et en fait, je crois que j'étais juste hyper heureuse d'être en vie, de pas m'être fait mal, et j'ai juste savouré l'instant de me dire waouh, t'es à la X-Alps, ça s'est pas passé comme prévu, t'es là, t'es bien vivante, t'es proche avec toi, profite. C'est l'essentiel. Ouais. Qu'est-ce que cette course, elle t'a appris sur toi ? Elle m'a appris que il y a toujours une ressource à trouver. Des fois on pense qu'on peut plus ou qu'on va pas trouver les moyens, et en fait faut toujours chercher, il y a une solution. Toujours une cachette secrète C'est pour des ressources. Nous sommes au moment de cet enregistrement 10 jours après la fin de la course. Dans quelle disposition es-tu aujourd'hui ? Est-ce que cette course, elle reste pour toi un souvenir partagé avec beaucoup de satisfaction, de fierté, qui est combiné à de la déception et une frayeur que tu as du mal à oublier ? Qu'est-ce qui prime aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, ce qui prime, c'est quand même la déception. Et j'essaye de faire ressortir un peu de fierté. Mais pour le moment, c'est plus de la déception, et je pense que plus tard, j'arriverai à être fière de ce que j'ai fait. Après, pour le moment, j'ai l'impression que c'est encore hyper chaud, et que du coup, en fait, tout se mélange un peu. Tu sais, les émotions, c'est un coup on, un coup off, un coup ouais, non. Et j'espère que ça va se régulariser, ça va se stabiliser pour en garder. Le meilleur. Mais du coup, c'est beaucoup d'émotions. Donc ça, c'est chouette aussi. C'est pour ça qu'on vit des moments comme ça. Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, mais est-ce que tu envisages de participer à une prochaine édition ou est-ce que c'est beaucoup trop tôt pour le dire ? Dans ma tête, je me dis que j'ai juste envie de progresser, de pas refaire l'erreur que j'ai faite et de continuer. Et d'un autre, je me dis, mais aussi on est pas mal sur le canapé à manger des pop-corn et
Et tu tiendrais pas 3 jours à faire ça. Et à boire un peu d'alcool. Mais au final, ouais, je sais que je tiendrai pas longtemps à faire ça, donc faut que je réfléchisse, mais je sais aussi que c'est encore énormément d'engagement. Et donc pour le moment, j'ai pas la réponse. C'est pour ça que c'est que tous les 2 ans. Et heureusement, parce que tous les ans, ce serait compliqué. Merci beaucoup Laurie pour ce récit absolument passionnant. On va parler un peu maintenant de ton avenir. Est-ce que tu as des nouveaux défis sportifs prévus au cours des prochains mois et de l'année 2022 ? C'est quoi ton calendrier ? Est-ce qu'il est vierge ou est-ce qu'il y a déjà des grands rendez-vous ? Non, alors au grand rendez-vous, comme grand rendez-vous, j'avais la finale de la Coupe du Monde en Suisse à Distantis au mois d'août. Ça, je vais voir parce que faut que mentalement je sois assez réparée pour ce type de course. Après, j'ai des projets perso de vol bivouac. Et puis j'aimerais faire pas mal de projets partagés avec Robin, mon copain, qui lui aime bien aussi tout ce qui est sport d'endurance et le vélo notamment. Donc on a 2-3 trucs à pied. Là tout à l'heure je regardais le tracé de la traversée du Mercantour en trail. Ça c'est quelque chose qu'on aimerait faire. L'an dernier on avait fait le tour du Mont Viso. On avait fait aussi le tour du Mont Blanc en 4 jours. Lui en gravel et moi en marche et vol, où on se retrouvait tous les soirs. Donc on aime bien un peu les projets atypiques et partager, raconter nos aventures. Ça ça lui plaît. Et du coup, je pense qu'on va juste se créer des petites aventures comme ça autour de la maison. Durant l'été, il va falloir travailler un petit peu quand même, mais durant l'automne, je pense. Je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une phrase qui t'est chère ou qui symbolise ta façon d'appréhender la vie et d'appréhender les choses ? Est-ce qu'il y a une phrase qui synthétiserait tout ça ? Une phrase que je me dis souvent et que ma maman m'a dit peut-être souvent, je crois, c'est quand on veut, on peut. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est quand on veut pas, on peut pas. Et je crois que les 2 phrases me caractérisent énormément. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup Laurie de nous avoir fait vivre avec toi cette aventure sportive et humaine totalement hors norme. Bravo encore à toi pour ta détermination sans faille, ton abnégation et ton incroyable constance dans l'effort, qui sont une très belle source d'inspiration pour nous tous. Merci aussi de nous avoir fait découvrir ta discipline de cœur qui est le parapente. C'était très intéressant pour moi et j'imagine pour tous nos auditeurs, j'en suis totalement convaincu. Merci encore pour nos échanges Laurie, je te souhaite beaucoup de bonheur et de réussite pour tes projets à venir et je te dis à très bientôt. Et merci à toi surtout, c'était vraiment un plaisir de pouvoir partager. Puis si j'ai pu donner un petit peu l'envie du vol libre à certains auditeurs, ce sera une bonne nouvelle. J'en suis certain. À bientôt Laurie, merci. À bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.